Plongez dans le milieu du bois et des forêts avec le podcast Au cœur des forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Les changements climatiques et leurs impacts sur la nature sont au centre des préoccupations. C'est l'inquiétude de demain, c'est aussi celle de ceux qui veillent sur la forêt d'Orient au quotidien. Que va-t-elle devenir si les températures continuent de s'envoler et les épisodes de sécheresse se multiplier? Comment sa faune et sa flore vont-elles résister aux assauts du climat? Pour le dernier épisode de cette série, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui réfléchissent au devenir de la forêt d'Orient, à la manière dont il faudra la gérer et l'entretenir dans les décennies à venir. Comme toutes les forêts, la forêt d'Orient est impactée par les aléas climatiques. Qu'ils soient gel, tempêtes, inondations, températures extrêmes ou encore attaques d'insectes, toutes ces variations du temps et les phénomènes qui y sont directement liés ne sont pas sans conséquences sur les arbres, les animaux, les plantes, les sols. Voyons d'abord cela avec un technicien de l'Office national des forêts. Les effets du changement climatique, ce qu'on peut voir, c'est plutôt l'été, notamment avec les coups de sec. On peut observer au niveau des lisières des pertes de feuillage ou des colorations jaunes sur les feuilles. Mathieu Huard, je suis responsable de l'unité territoriale de Radonvillers. À ce titre, je manage une équipe de 8 techniciens forestiers sur un territoire de 12 000 hectares. On a notamment le hêtre qui souffre pas mal sur les plateaux calcaires. Depuis 2020, ça fait 2-3 années où on a des étés très secs. Donc c'est une essence qui est assez sensible au manque d'eau, notamment par le fait qu'elle a un système racinaire très traçant. On a aussi le chêne pédonculé plus ponctuellement, de la même manière par manque d'eau qui peut montrer des signes de faiblesse. Mathieu Huard vient de nous rappeler les conséquences du changement climatique sur les arbres de la forêt d'Orient. Elles se montrent malgré tout d'un côté résilientes, de l'autre vulnérables. Explication. La tornade qui peut casser des arbres, ça c'est non réversible. On peut aussi avoir des tempêtes qu'on dit plus silencieuses. Donc ça c'est notamment des dépérissements qui peuvent être progressifs. C'est-à-dire que des arbres vont mourir tout doucement. On ne s'en rend pas forcément compte au niveau paysager, mais ils meurent. En forêt d'Orient, globalement, si on part sur le contexte champagne humide, on a la chance déjà d'avoir un milieu qui est quand même bien alimenté en eau et une forêt qui est résiliente par le fait que c'est des peuplements forestiers qui sont essentiellement composés de feuillus, notamment comme le chêne, le charme, le tilleul. Et puis globalement, c'est des forêts qui sont gérées de longue date. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des passages des forestiers, la forêt est améliorée et travaillée de manière à que les arbres réagissent le mieux possible. Au niveau du barrois, la roche-mère, la dalle calcaire, qui lorsqu'elle n'est pas fissurée peut être très contraignante pour l'enracinement des arbres et donc notamment pour le hêtre, provoquer des dépérissements irréversibles. Pour la partie alluviale, donc où on plante généralement des peupliers ou naturellement on a aussi le frêne. Donc là on est vraiment dépendant de la nappe d'eau. Pour la champagne humide, pour l'instant on a des sols plutôt bien alimentés en eau. Hormis sur les stations les plus profondes où on a un potentiel d'enracinement et où les arbres n'ont pas eu forcément dans le temps le besoin de s'enraciner. Et là du coup on trouve quelques mortalités sur ces stations-là. Tout comme le tilleul et l'érable champêtre, le chêne fait partie des essences que tous ceux qui veillent sur la forêt d'Orient souhaitent résilientes aux effets du bouleversement du climat. Mais il n'y a pas que les arbres qui souffrent du changement climatique dans cette forêt. La faune locale est aussi impactée. Les sols et les mares sont également touchés. À force de se régénérer entre mélange de variétés pédonculées, sessiles, et puis si on apporte aussi un petit peu de diversité aussi, nous par des reboisements, on espère que voilà, ça peut être une essence résistante. Ce qui est visuel, c'est les fissures. Ça peut être problématique, pas que pour les sols forestiers, mais aussi par exemple pour les routes forestières, où du coup on retrouve des fissures et on a des routes qui se dégradent.
On a des mares qui peuvent être à sec plusieurs années, donc ça c'est problématique. D'où l'intérêt d'en recréer ou de les entretenir. Les forestiers ne restent pas les bras croisés devant les évolutions qu'infligent les bouleversements du climat à la forêt d'Orient. Avec les chercheurs, ils les observent pour mieux les comprendre et les appréhender et ainsi définir les actions à mener aujourd'hui, demain et beaucoup plus loin. Alors en forêt du Temple, il y a un dispositif qui est mis en place, c'est ce qu'on appelle une placette René Coffort. Je m'appelle Nicolas Millet, je suis technicien forestier à l'Office national des forêts. René Coffort, ça veut dire Réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers. Donc il faut savoir que dans toute la France, il y a 102 placettes, mais dans l'Aube, il n'y en a que 2. Une placette René Coffort, en général, ça représente une surface d'1 hectare. Et dans cette surface d'1 hectare, il y a une sous-placette grillagée de 0,5 hectare au centre. Sur ma placette, il y a 46 arbres étudiés, 36 à l'intérieur de la placette grillagée et 10 à l'extérieur du grillage. C'est une placette de niveau 1. Cela signifie que Nicolas Millet et ses collègues doivent en effectuer différents suivis. Le premier suivi principal que j'ai à faire, c'est ce qu'on appelle le suivi phénologique. Donc il se décompose en 2 parties. Il y a une partie qui se réalise au printemps et une partie à l'automne. Et donc la partie au printemps, il suffit d'observer tous les chênes un par un aux jumelles pour observer le débourrement des bourgeons. Donc le débourrement des bourgeons, c'est le moment où le bourgeon s'ouvre pour laisser apparaître les jeunes feuilles. Et à l'automne, j'observe les arbres un par un, mais cette fois-ci, c'est pas pour observer le débourrement, mais le jaunissement des feuilles. Le but de cette étude, c'est de voir si la période et la durée de végétation est influencée par le changement climatique ou non. Une activité que j'ai à faire également, c'est la prise des diamètres des 46 arbres. Elle se fait généralement après la période de végétation, donc je la réalise en général en novembre ou décembre. Donc il suffit de relever le diamètre de tous les arbres. Donc les 46 arbres sont équipés de mètres rubans qui sont disposés autour du tronc. Et ils sont tenus par un ressort, de sorte à ce que quand l'arbre pousse, le ressort s'étire, et donc le mètre ruban n'empêche pas la croissance. Petite particularité pour les 10 chênes qui sont situés à l'extérieur de la placette, ils sont équipés de dendromètres permanents, donc c'est des mètres électroniques qui prennent le diamètre tous les jours et plusieurs fois par jour. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, on puisse créer un graphique pour chaque arbre et voir à quel moment de l'année l'arbre a connu sa plus forte croissance. La placette que suit Nicolas Millet est sous vigilance phytosanitaire. Parallèlement à ce suivi, plusieurs observations sont menées, parmi lesquelles une porte sur la reproduction d'une dizaine de chênes situés hors de cette placette. Tous les ans, il y a un correspondant DSF qui vient. Donc le DSF, c'est le département santé de la forêt. Il vient 2 fois par an. La première fois, c'est vers la fin du printemps. Et la deuxième fois, c'est vers le début de l'été. Donc il observe tous les arbres à par un pour détecter la présence ou non d'insectes ravageurs ou de maladies sur chaque arbre. Sous ces 10 chênes est installé un filet qui forme un entonnoir. Et à la base de cet entonnoir est présent un bac blanc, on appelle cela un collecteur. Le but, c'est de récupérer les fleurs femelles avortées dans le collecteur. Le fait de récupérer ces fleurs peut nous donner des indications sur la capacité de fructification de l'arbre au cours de cette année-là. Ce dispositif nous permet d'en tirer quelques enseignements, comme par exemple qu'il faut rétablir l'équilibre sylvo-cynégétique au sein de la forêt d'Orient pour avoir des forêts en bonne santé, qu'il faut également protéger les sols forestiers. Il faut rationaliser l'export de feuilles et de menus bois, car en se décomposant en forêt, cela va enrichir le sol et permettre une meilleure nutrition des arbres. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'au sein d'une parcelle forestière, il faut favoriser le mélange d'essences, ne pas faire que du monospécifique pour lutter au mieux contre d'éventuelles attaques de ravageurs. Les effets des changements climatiques sont déjà constatés en milieu forestier et ailleurs. Il est toutefois possible de s'y adapter, tout du moins d'essayer d'anticiper ces changements. C'est ce que font les forestiers de la forêt d'Orient en repensant la composition des peuplements et leur renouvellement. Écoutons maintenant un expert du Conservatoire botanique national qui porte une vision différente des pratiques d'adaptation et d'atténuation à ces changements en forêt, à commencer par la résistance ou non de certaines espèces par rapport à d'autres. Une essence forestière interagit avec les autres êtres vivants, les autres arbres, les plantes, les champignons mycorhiziens, les champignons élagueurs de branches, les insectes, les oiseaux, etc., aussi bien qu'avec le sol, l'eau. François Dehonte, je suis responsable de la délégation Champagne-Ardenne du Conservatoire botanique national du bassin parisien, qui est un service scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Je ne pense pas qu'on peut se fier au modèle simpliste que proposent certains acteurs de la forêt pour étayer leur choix.
Le principe le plus simple, c'est qu'il faut avoir un mélange d'essences différentes qui soient présentes, ce qui permet, quand l'une fonctionne et se maintient bien, de compenser les manques qui peuvent être liés aux autres essences. Il faut protéger les zones humides, bien évidemment, qui sont des zones qui ont un grand avenir, puisque c'est elles qui permettent de garder l'eau pour les arbres. Il faut gérer les essences de manière adaptée à la station forestière et aux habitats, dans les choix qui sont faits notamment de favoriser ou d'exploiter précocement les différentes essences. Il est bon aussi de maintenir des arbres qui présentent plusieurs micro-habitats, ce qui permet de favoriser une faune et une flore diversifiées qui vont eux-mêmes aider au maintien de l'habitat forestier. Parce qu'en définitive, je pense que dans tous ces cas-là, ce à quoi il faut penser, c'est à la forêt en tant que communauté d'arbres, de végétaux, d'animaux, plus qu'à l'arbre en lui-même et à une seule essence. On pourrait penser que la migration assistée serait une bonne solution pour assurer le renouvellement et l'adaptation de la forêt au changement climatique. Voici l'avis de François Dehonte. On a inventé un terme, migration assistée, en fait pour qualifier ce qui est tout simplement de l'introduction d'essences ou d'individus de populations allochtones qui ne sont pas forcément en phase avec l'environnement forestier local, ces champignons, ces insectes, etc. Ces migrations, si on peut parler de migration, se traduisent par le fait de choisir un nombre limité d'espèces et donc un appauvrissement spécifique et un appauvrissement génétique puisqu'ils viennent la plupart du temps des mêmes pépinières. Ces migrations peuvent mener à l'introduction de pathogènes dangereux pour les essences locales, comme on a déjà pu le voir par exemple avec le frêne et la calarose. La migration assistée, en fait, prétend reproduire un modèle naturel, mais il faut savoir qu'une plante n'a jamais progressé de centaines de kilomètres extrêmement rapidement. Ça, c'est une fiction. Des espèces ont pu peu à peu, mais par proximité et sur du temps long, progresser dans leur aire de répartition vers le nord, vers le sud, suivant les glaciations, les périodes interglaciaires. On n'a jamais vu des arbres s'envoler et partir à plusieurs centaines de kilomètres de là. François Dehonte est un botaniste. À ce titre, il nous partage son avis sur l'état de conservation des habitats forestiers et sur la manière de préserver un bon équilibre entre la faune et la flore en forêt d'Orient. Il parle d'ailleurs d'écosystème plutôt que d'habitats forestiers. Parce que c'est vraiment un système où on va avoir des espèces végétales, on va avoir des espèces de champignons, on va avoir des animaux qui vont avoir tendance à interagir et à trouver un équilibre qui va leur offrir une grande stabilité adaptée aux conditions du biotope. Les habitats forestiers changent suivant le niveau topographique, le rapport à l'eau, le rapport à l'acidité, le rapport au calcaire, un certain nombre de paramètres qui sont liés au sol. Le climat étant par ailleurs assez homogène sur l'ensemble du territoire du parc. Vous allez avoir des espèces végétales herbacées qui vont s'installer parce qu'elles apprécient l'ombre et la fraîcheur qui sont apportées par les arbres. Vous allez avoir telle ou telle essence qui vont s'installer parce qu'elles sont plus ou moins sensibles à l'humidité du sol. Vous allez avoir des zones où le sol est plus riche, tout simplement parce que vous êtes dans des fonds de vallons et que tous les nutriments descendent. On a comme ça des séries de végétation qui s'installent et des séries qui s'installent de manière dynamique parce que bien évidemment les arbres soit sont abattus à un moment, soit arrivent à un stade de vieillesse qui font qu'ils vont s'effondrer et en fait on va revoir revenir toute une série de végétations qui partent de végétation herbacée, puis arbustive, puis arborée. La forêt n'est qu'un élément ultime, on va dire, de l'évolution des végétations dans nos régions. La manière de la préserver, bien évidemment, c'est une gestion tout à fait raisonnée des arbres, qui consiste à ne pas prélever trop, à laisser certains arbres vieillir, à essayer de ne pas faire de coupe à blanc, de laisser la forêt complètement à nu. C'est en même temps une gestion durable parce que quand on a différents stades, on est beaucoup plus résistant, que ce soit aux attaques sanitaires, aux aléas climatiques. Et puis, il y a un problème qui est quand même peut-être pas propre au parc naturel régional de la Forêt d'Orient, mais qui s'exprime particulièrement bien. C'est le problème des populations d'ongulés sauvages et en particulier du sanglier. Donc des populations qui sont artificiellement par des pratiques de nourrissage, par des pratiques de sélection de tir maintenues à des niveaux très élevés. Cet animal, quand il est abondant à ce point, dégrade énormément l'habitat forestier et surtout l'empêche de se renouveler. C'est grave parce qu'on sait qu'on peut en subir encore les effets pendant un siècle ou deux.
L'avenir de la forêt, particulièrement de la forêt d'Orient, ne passe pas que par la préservation de sa biodiversité et le renouvellement de ses essences. Il passe aussi par le maintien et la formation de ces forestiers, ouverts à des pratiques respectueuses de la nature. En forêt d'Orient et dans les territoires voisins, on forme au métier du bois et de la forêt. Exemple avec 2 étudiants de 2 lycées de la région. J'ai choisi cette formation parce que je suis issu d'un milieu rural et j'ai toujours été proche de la forêt. Et je tenais beaucoup à valoriser ce patrimoine et à le mettre en avant. Je m'appelle Nicolas et j'ai 20 ans. Je suis en BTS en apprentissage en gestion forestière à l'Office national des forêts et au centre de formation de Mirecourt. J'ai toujours habité en campagne. Le milieu de la forêt m'a toujours attiré. J'ai toujours exercé quelques hobbies dans la forêt comme me promener, chasser et plein d'autres choses. Antonin Drouard, j'ai 20 ans. J'exerce un BTS gestion forestière à Crony par apprentissage. Ça fait 2 ans, presque 2 ans que je suis à l'ONF maintenant. J'ai toujours été attiré par le métier de technicien et c'est celui que j'avais envie d'exercer. Avant mon alternance, j'étais ouvrier dans le privé et j'ai voulu évoluer et passer dans le cran du dessus en aidant plus dans la gestion. Je pense que le changement climatique, c'est prouvé, il influence énormément notre forêt et de ce fait notre métier qui est directement rattaché. Mon métier va évoluer. Dû au réchauffement climatique, certaines essences sont en train de dépérir et il faut donc y remédier en prévoyant d'autres essences. Je pense que ça va être plus pertinent pour nous de travailler sur des cycles plus courts pour suivre mieux l'évolution de la forêt, qui évolue de plus en plus vite, et pour pouvoir nous permettre de s'adapter à ces changements, d'y faire face et de travailler en conséquence. La façon qu'on a de gérer la forêt va évoluer, parce qu'il y a des contraintes qu'on va devoir plus prendre en compte que d'autres dans les décennies qui viennent, notamment celle de l'eau et des sécheresses qui causent beaucoup de tort aux forêts et aussi sur celle des ravageurs. Je pense qu'il faut être optimiste et qu'il faut croire en notre forêt parce que sinon tout ce qu'on fait ça sert à rien et qu'il faut continuer de mettre la main à la pâte pour façonner les forêts de demain qui seront certainement pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est ainsi que s'achève cette série de podcasts consacrée à la valorisation de la filière forêt-bois dans notre forêt. Nous avons été ravis de vous emmener sur les sentiers de notre paradis de nature. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le partager sur les réseaux, à le noter et à le commenter. Pour continuer à suivre l'actualité des forêts du parc, rejoignez-nous sur notre site internet, sur notre page Facebook et notre compte Instagram, ainsi qu'au travers de nos divers événements. Le parc remercie tous les contributeurs de ce podcast qui se sont prêtés à l'exercice pour nous parler de leur passion pour ce milieu, plein de ressources. Le parc adresse aussi ses remerciements à la région Grand Est qui a été partenaire financier de ce projet et a rendu possible la production de cette première série de podcasts. Vous venez d'écouter Au cœur des forêts, un podcast du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, produit en partenariat avec la région Grand Est.